Fallait-il que l'Algérie affiche un soutien sans réserve à l'Iran? Aurait-elle dû hausser le ton face à ce qui était présenté comme une double offensive, américaine et israélienne? La question a traversé l'opinion publique, suscitant débats et interrogations. Mais comme souvent, la mémoire collective semble bien fragile. Car au fond, peu de gens, surtout parmi les jeunes générations, maîtrisent réellement les coulisses de la relation algéro-iranienne. On parle ici d'un passé chargé, où les enjeux dépassent largement la simple diplomatie. Sécurité, stratégie, méfiance, tout s'entremêle. Contrairement à certaines idées reçues, Alger et Téhéran n'ont jamais été des alliés naturels. La prudence, voire la suspicion, a longtemps dicté leur rapport. Certes, dans les années 2000, l'Algérie a tenté un rapprochement. Soutien au programme nucléaire civil iranien, appui aux droits de résistance face à l'influence israélienne dans la région. Mais cette ouverture restait calculée, loin d'un alignement total. Et pourtant, certains récits médiatiques, parfois biaisés, souvent construits sur des bases douteuses, ont voulu faire croire à une alliance stratégique et idéologique entre les deux pays. Une interprétation largement exagérée, pour ne pas dire totalement erronée. Depuis toujours, l'Algérie a aspiré à entretenir des liens solides et durables avec l'Iran. Mais cette volonté a toujours été teintée de prudence et de méfiance. Et ce que nous allons révéler maintenant, c'est sans doute l'un des épisodes les plus obscurs de l'histoire diplomatique algérienne. Durant la décennie noire, cette période où le pays semblait en flammes, divisé et brisé par une guerre civile effroyable, les relations avec Téhéran ont atteint un point critique. Alger avait littéralement rompu les contacts diplomatiques avec l'Iran au début des années 90, et cette rupture a duré près de 7 ans. Le contexte était dramatique, des milliers de vies perdues, un pays au bord du chaos. Et au milieu de tout cela, l'Iran était accusé par les autorités algériennes de soutenir et financer le Front islamique du salut, le mouvement islamiste radical qui voulait imposer une république islamique en Algérie. Bien sûr, pas une copie conforme du modèle chiite iranien, mais une inspiration suffisante pour tenter d'instaurer une théocratie à l'algérienne. Voilà pourquoi l'État algérien, face à Téhéran, a toujours cherché à garder une posture équilibrée, sans jamais se laisser entraîner. L'affaire iranienne n'est pas, contrairement à ce que certains imaginent, un simple combat pour la justice ou la résistance contre Israël et le sionisme. C'est un dossier complexe, stratégique, où l'on mesure chaque pas avant de s'engager. Ne vous méprenez pas. L'Iran n'est pas un pays tout sucre, tout miel. Ce n'est pas un havre d'ange affrontant vaillamment le « diable absolu » que seraient, selon certains, les États-Unis et Israël. Penser en noir et blanc sur cette région du monde, c'est se tromper lourdement. Les Iraniens eux-mêmes ont commis des erreurs, parfois graves, et leur influence ne se limite pas à des actions nobles ou positives dans le monde arabe et musulman. Leur rôle n'inspire pas uniquement confiance et admiration. Parfois, il a été carrément déstabilisateur. Pire encore, l'Iran a agi comme un catalyseur de troubles dans plusieurs pays musulmans et arabes. Et l'Algérie en a fait les frais au début des années 90. Pourtant, il faut se rappeler que tout n'a pas toujours été tension et méfiance. À la naissance de la République islamique en 1979, Alger et Téhéran entretenaient des relations plutôt cordiales. Sous le président Boumedienne, l'Algérie s'est investie pour promouvoir la paix, notamment en tentant de rapprocher l'Iran et l'Irak de Saddam Hussein. Et lorsque la crise des otages américains éclata en 1981, après que 52 diplomates furent retenus à l'ambassade de Washington à Téhéran, l'Algérie s'est imposée comme un médiateur crédible, jouant un rôle essentiel pour tenter de désamorcer cette situation explosive. Imaginez un instant. En 1981, l'Algérie s'est retrouvée au cœur d'une crise internationale qui aurait pu dégénérer en un conflit aux conséquences catastrophiques. Grâce à l'intervention habile et déterminante de Mohamed Seddiq Ben Yahya, alors chef de la diplomatie algérienne, et au travail acharné de ses équipes, 52 diplomates américains retenus en otage à Téhéran ont pu être libérés et transférés à Alger avant de rentrer sains et saufs aux États-Unis. Cette médiation n'était pas qu'un simple acte diplomatique. Elle a gravé dans l'histoire une dette morale de l'Iran envers l'Algérie, plaçant Alger parmi les rares acteurs crédibles et respectés par la République islamique. Franchement, cet épisode mérite bien plus qu'un passage rapide dans les livres d'histoire.
On n'a jamais assez souligné, en Algérie, l'extraordinaire rôle joué par le pays pour la libération de ses otages. Si nous étions un pays qui sait reconnaître ses héros, cet événement aurait pu inspirer documentaires, films ou reportages retraçant une séquence épique qui a mis en lumière le prestige et la crédibilité internationale de l'Algérie. À ce moment-là, les États-Unis et l'Iran étaient littéralement au bord de la guerre. Une guerre qui aurait pu coûter des millions de vies américaines. La situation aurait pu virer au désastre total, un véritable bain de sang. Si l'Algérie n'avait pas fait preuve d'un sang-froid remarquable, d'une efficacité exemplaire et d'une crédibilité incontestée, la crise aurait pu coûter des milliers, voire des millions de vies. Grâce à sa sagesse et à sa capacité de médiation, le pays a réussi à négocier la libération des otages américains et à éviter ce qui aurait pu devenir un conflit dévastateur. Mais hélas, la gratitude n'a jamais été au rendez-vous. Au début des années 90, l'Iran a littéralement trahi l'Algérie. Cette dette morale qui aurait dû lier Téhéran à Alger a été balayée d'un coup de plume. En 1993, les services de sécurité algériens ont découvert avec stupeur que le régime iranien soutenait ouvertement des groupes armés islamistes sur le sol algérien. Ces groupes ont orchestré des actions terroristes, des sabotages et des attentats qui ont fait de nombreuses victimes, tant civiles que militaires. Le 27 mars 1993, face à ces preuves accablantes, l'Algérie a pris une décision radicale et sans équivoque. La rupture immédiate et totale des relations diplomatiques avec le régime iranien. C'est en réalité très simple. Après une enquête minutieuse, les services de sécurité algériens ont mis au jour des preuves matérielles et des indices concordants montrant que le régime iranien soutenait ouvertement le Front islamique du salut et d'autres groupes islamistes radicaux. Téhéran ne se contentait pas d'observer. Il incitait ses mouvements à prendre les armes, à se révolter contre l'État algérien et à renverser les institutions militaires en place. L'objectif? Installer une république islamique à l'image de celle en Iran. Bien sûr, il ne s'agissait pas d'une copie exacte, puisque le FIS était sunnite et non chiite, mais pour l'Iran, peu importait la nuance. Si le mouvement radical parvenait au pouvoir, il deviendrait un allié fidèle, un tremplin pour réaliser l'ambitieux projet iranien consistant à implanter des régimes religieux loyaux à Téhéran à travers le monde arabe et musulman. L'Iran rêvait de bâtir un réseau de régimes loyaux, fidèles à ses intérêts, une véritable toile d'araignée destinée à asseoir sa domination sur le monde arabe et musulman, à redevenir la puissance régionale incontournable, digne du prestige de l'Empire perse, un gendarme du Moyen-Orient capable de régner sur la sphère musulmane. C'est dans ce contexte que l'Algérie a tranché. Le 27 mars 1993, la rupture diplomatique a été annoncée, et elle n'était pas née d'une simple querelle politique, mais d'une évidence criminelle. Les autorités algériennes avaient découvert qu'Iran encourageait, via divers relais, l'élimination d'intellectuels et de figures de l'État algérien. Le cas le plus frappant reste celui de Djilali Ebs, sociologue et intellectuel progressiste assassiné en mars 1993. Son meurtre a provoqué une onde de choc dans tout le pays et a été perçu par Alger comme un acte directement inspiré par l'idéologie islamiste, une attaque contre la modernité et l'État lui-même. Malheureusement, l'idéologie islamiste trouvait un appui clair et structuré du côté iranien. Les services algériens ont découvert que les médias officiels iraniens, ainsi que certains cercles religieux liés à Téhéran, émettaient des fatwas encourageant les djihads et incitant à soutenir les actions armées des groupes islamistes opérant en Algérie. Ces appels visaient directement les dirigeants et intellectuels considérés comme laïcs, complices de l'institution militaire et responsables de l'interruption du processus électoral de 1991, empêchant le Front islamique du salut de prendre le pouvoir malgré sa victoire législative. Face à ces révélations, Alger n'a pas hésité. L'Iran était désigné comme le financier officiel du FIS. Selon les autorités algériennes, le Front islamique avait même ouvert un bureau à Téhéran, avec l'aval officiel de Téhéran lui-même, ce qui représentait à leurs yeux une reconnaissance inacceptable d'un gouvernement insurrectionnel cherchant à renverser l'État algérien et à instaurer un régime théocratique. L'idée même d'instaurer un régime religieux fondé sur l'idéologie islamiste était totalement inacceptable pour l'Algérie à l'époque. Les services de renseignement avaient accumulé des preuves solides.
L'Iran transférait des fonds importants, souvent via des banques européennes et surtout à travers le Soudan, pour soutenir la propagande et les activités du Front islamique du salut, ou financer directement ses opérations. C'est sur cette base que l'Algérie a construit son argumentaire et formulé ses accusations contre Téhéran. Mais l'histoire ne s'arrêtait pas là. Peu après, Alger a également rompu ses relations diplomatiques avec le Soudan, dirigé alors par Omar el-Béchir, un dictateur sanguinaire et islamiste radical qui a régné sur le pays jusqu'en 2019 avant d'être renversé lors du printemps soudanais, coïncidant d'ailleurs avec le Irak algérien de la même année. Il ne faut pas oublier Hassan Torabi, figure clé de l'islamisme africain bien avant Omar el-Béchir. Véritable mentor et stratège idéologique, il était l'allié principal de l'Iran sur le continent, malgré le fait qu'il ne soit pas chiite. Fasciné par la révolution islamique iranienne, Torabi rêvait de reproduire ce modèle au Soudan et dans la région, étendant son influence même sur les communautés musulmanes sunnites. Son objectif était clair: créer des républiques religieuses fondées sur la charia, guidées par une idéologie islamiste stricte et un programme politique radical. Les liens entre le Soudan et l'Iran, à la fois sécuritaires et idéologiques, se sont consolidés sous son autorité, et même si Omar el-Béchir a ensuite poursuivi certaines de ses orientations, l'essentiel de l'alliance et de l'inspiration venait de l'époque de Torabi. À l'époque, les services algériens ont découvert des camps d'entraînement, où des volontaires algériens étaient formés aux techniques de guérilla et à la manipulation des armes, avant de s'infiltrer sur les territoires nationaux à travers des frontières perméables entre la Libye et l'Algérie, mais aussi le Niger et le Mali, traversant tout le Sahel. Ces jeunes, idéologiquement embrigadés, étaient encadrés au Soudan dans des installations financées par l'Iran, selon les enquêtes de renseignement algériens. Face à ces preuves, Alger a pris une décision claire: rompre ses relations diplomatiques avec le Soudan. À l'époque, l'Algérie considérait Téhéran et Khartoum comme les architectes d'un plan dangereux visant à déstabiliser le pays en soutenant et finançant le Front islamique du salut et ses ramifications, avec pour objectif de renverser l'État algérien et d'installer un régime islamiste loyal à leurs intérêts, capable de propager durablement l'idéologie islamiste au cœur du Maghreb. Il faut se rappeler que l'Algérie est un pays stratégique pour les mouvements islamistes. Le cœur battant du Maghreb, à seulement une demi-heure d'avion des côtes sud de l'Europe. Un tremplin idéal pour étendre leur influence. Si l'Algérie avait cédé à l'islamisme radical, les conséquences pour l'Europe et pour les autres pays du Maghreb, comme le Maroc, auraient été catastrophiques. C'est dans ce contexte que l'Algérie a dénoncé un axe du mal, un duo Khartoum-Téhéran, accusé de vouloir déstabiliser toute la région. Dans les années 90, bien avant l'ère des réseaux sociaux et d'Internet, une véritable guerre médiatique faisait rage. La radio, seule voix à portée des auditeurs, servait d'arme. Radio Téhéran diffusait des programmes virulents contre le pouvoir algérien, incitant les soldats à déserter, à déposer les armes et à rejoindre les groupes islamistes, leur demandant même de prêter allégeance à ce qu'ils appelaient la résistance islamiste. Plus encore, les émissions appelaient la population à se soulever contre l'État algérien pour faciliter la prise de pouvoir du mouvement islamiste et la création d'une république islamique à leur image. Face à cette offensive, l'Algérie a riposté, dénonçant cette agression médiatique comme une violation flagrante de sa souveraineté nationale et rompant ses relations diplomatiques avec l'Iran pendant 7 ans. Ce n'est qu'en 2000, avec le retour au pouvoir d'Abdelaziz Bouteflika, que la situation a évolué. Par des négociations habiles, Bouteflika a obtenu des Iraniens ce qu'on pourrait appeler des quasi-excuses et, surtout, le respect du principe de non-ingérence ainsi que la fin de tout soutien au mouvement islamiste algérien, sans que Téhéran n'ait jamais présenté d'excuses officielles. À l'époque, Bouteflika a choisi une approche presque machiavélique. Plutôt que de se lancer dans des confrontations directes avec Téhéran, il a misé sur la diplomatie subtile pour rétablir le dialogue, reconstruire la confiance et pacifier les relations, tout en surveillant de près l'Iran pour l'éloigner des mouvements islamistes algériens. Son idée était simple, mais habile. Créer un partenariat pragmatique suffisamment solide pour convaincre le régime iranien de cesser tout soutien aux groupes armés islamistes sans provoquer de rupture frontale. Cette stratégie a porté ses fruits. Les relations ont été rétablies, les tensions apaisées, et la politique étrangère algérienne, guidée par Bouteflika, a ouvert la voie à un nouvel axe avec l'Iran. L'objectif dépassait la simple diplomatie bilatérale. Bouteflika voulait donner aux pays du Sud une voix forte dans le nouvel ordre mondial,
à la fin de la guerre froide et après l'effondrement de l'Union soviétique, contrebalançant l'influence grandissante des puissances occidentales, notamment de l'Europe. Artisan de la coopération Sud-Sud et du NEPAD, il cherchait à relancer le mouvement des pays non alignés pour que l'Algérie retrouve sa place sur la scène internationale et participe activement à l'émergence d'un monde multipolaire. Bouteflika ambitionnait de former un véritable pôle regroupant les pays du Sud, capable de peser sur la construction d'un nouvel ordre mondial. À l'époque, l'Algérie était isolée sur la scène internationale, lourdement endettée et encore traumatisée par les ravages de la guerre civile. L'armée, sous le feu des critiques, faisait l'objet de soupçons de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, au point que certaines juridictions internationales envisageaient des poursuites contre ses officiers. Dans ce contexte, Bouteflika a déployé une stratégie de réconciliation avec les partenaires étrangers, cherchant à sortir l'Algérie de son isolement diplomatique et à restaurer son influence. Une part essentielle de cette politique passait par le renforcement des liens Sud-Sud et la consolidation de relations internationales stables et pragmatiques afin de redonner à l'Algérie une place crédible et respectée sur l'échiquier mondial.